Merci beaucoup, merci à tous. Heureusement, vous avez pu trouver une place dans cet amphi, c'est bien. Merci d'être là. Et donc, Monsieur le Président du jury et Messieurs les membres du jury et chers amis, j'ai donc l'honneur de vous présenter ce soir ici à l'Université de Nouvelle-Calédonie mon dossier de soutenance d'habilitation à diriger les recherches. En espérant que ça marche. Bien sûr, ça ne marche pas. Alors, on va faire différemment. Voilà. Donc, je voulais d'abord adresser mes très sincères remerciements à l'UNC pour m'avoir permis de présenter une candidature ici, dans des délais très contraints. Et vraiment, j'ai apprécié la générosité, la gentillesse et l'ouverture dont vous avez fait preuve pour que je puisse présenter cet HDR. Je voulais remercier le professeur Jean-François Gauthier et le docteur Philippe Buchy pour leur correction du mémoire sur les parties diabète et grippe respectivement. À tous mes collègues et amis de l'Institut Pasteur Nouvelle-Calédonie qui m'ont accueilli ces 3 dernières années, qui sont là en force et qui ont permis de faire comprendre aux pauvres oreilles que je suis un petit peu mieux la Nouvelle-Calédonie. Je pars sans avoir tout compris, loin s'en faut, mais j'ai quelques pistes. À tous ceux à l'école, à l'hôpital et à l'université qui ont tout fait pour me transmettre leurs connaissances au long de ces très longues années, et vous verrez qu'elles ont été longues. À mes parents, Yolande et Daniel Tarantola, pour m'avoir donné les moyens d'avancer. Et puis enfin à Anne, qui est là, Margot, qui est là-haut, Elsa, qui est là-haut aussi, pour leur grande patience et leur soutien passé, présent et à venir. J'avoue avoir été assez embarrassé par la rédaction de ce mémoire et de cette présentation. En l'absence de ligne directrice ou de format établi, en raison de mon parcours un peu sinueux et pour tout dire et sans fausse modestie du fait de ne pas avoir l'habitude d'autant dire « je », surtout en épidémiologie où on travaille en équipe en grand nombre, cet exercice m'a paru un petit peu difficile. Cependant, c'est l'exercice imposé. Je m'efforcerai donc au cours de cette présentation de vous décrire le parcours, notamment scientifique, qui a été le mien, afin d'étayer ma demande de pouvoir à l'avenir former des étudiants en thèse de sciences. Après une brève description de mon parcours personnel et professionnel, nous aborderons donc certains travaux choisis et ceux que j'en ai appris, avant de passer au sujet majeur qui m'a mobilisé en Nouvelle-Calédonie, puis de conclure par un bilan de mes activités d'enseignement et de communication scientifique. Commençons donc par mon parcours personnel. Donc, j'ai été un vieil étudiant en master, puis un vieux thésard, et je suis aujourd'hui un vieux candidat à l'HDR. Puisque né au milieu des années 60, sous De Gaulle, bien avant Facebook, j'ai eu le privilège de passer une enfance dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie avant de rentrer faire mes études de médecine en France, où je suis resté jusqu'en 2010, à part une parenthèse à Londres pour un master en épidémiologie. Après un retour de quelques années en France, j'ai rejoint l'Institut Pasteur en 2011 avec une affectation au Cambodge, puis en Nouvelle-Calédonie. Mon parcours peut paraître sinueux, on va le voir, au regard des thématiques abordées. Sans parler d'expertise en médecine, en biostatistique, voire en épidémiologie, il m'a en tout cas permis d'acquérir beaucoup d'expérience. De l'expérience clinique d'abord, au cours de mes études de médecine et de mon service national, de mon activité de médecin de ville, médecin généraliste, puis aux urgences de l'hôpital Bichat. Une large expérience aussi dans le domaine des maladies non transmissibles d'abord, puis transmissibles ensuite. Surtout, il m'a permis de manier et d'apprendre à utiliser un grand nombre d'outils d'investigation applicables à toute thématique en épidémiologie. La surveillance, la recherche clinique, les investigations d'épidémie ou les études plus mûrement réfléchies. J'ai pu par ailleurs travailler en étroite collaboration avec des experts reconnus du big data, de la modélisation ou de l'identification de polymorphismes génétiques. Ce parcours n'a donc pas été rectiligne, mais il a été, j'espère vous le montrer, extrêmement cohérent, et ces compétences ont été notamment mises en œuvre pendant ma thèse de sciences. Cette thèse, soutenue en septembre 2018 en Sorbonne, a porté sur la rage. La figure de gauche à l'écran vous montre le nombre de décès humains par la rage au Cambodge chaque année, et en rouge, ce sont les cas déclarés. Il s'est agi d'améliorer l'accès à une prophylaxie vaccinale contre la rage après exposition, le plus souvent par morsure, à un animal suspect ou confirmé enragé au Cambodge. Pour améliorer l'accès géographique à la prophylaxie post-exposition, PPE, j'ai développé une nouvelle approche pour identifier des zones mal desservies et positionner des centres de vaccination avancés. Pour améliorer l'accès financier cette fois à la PPE, j'ai coordonné la plus grande étude clinico-épidémiologique sur le sujet à ce jour.
pour documenter l'évolution clinique des patients ayant mené leur PPE jusqu'à son terme en la comparant à celle des patients ayant interrompu précocement la PPE. Cette étude a été complétée par une autre étude sérologique, celle-là. Nous y reviendrons un petit peu plus loin. En Nouvelle-Calédonie, j'ai pu contribuer en tant qu'épidémiologiste à plusieurs études réalisées ou en cours, en coopération avec, bien sûr, tout d'abord mes amis et collègues de l'IPNC, les équipes cliniciennes au centre hospitalier territorial, comme à l'espace CMP. Ces études ont porté sur les infections sexuellement transmissibles, les bactéries en réanimation, l'arbre décisionnel de triage des cas de dengue et surtout la leptospirose. Cette dernière maladie, domaine dans lequel l'IPNC possède de fortes compétences et qui inflige un fardeau sévère en Nouvelle-Calédonie, fait l'objet de plusieurs études en cours sur lesquelles nous reviendrons. Depuis 2016, ces travaux ont fait l'objet de plusieurs publications et communications scientifiques. Avec le recul de l'expérience et des années, voici de manière simple quelques points importants que j'ai retenus de ce parcours. Le premier point assez général est que la recherche n'est pas toujours couronnée de succès, surtout la mienne, mais quand elle l'est, elle peut changer au moins un petit peu le monde, ou en tout cas la vie des patients et la vie de ceux qui s'en occupent. De manière plus précise, il ressort aussi de mon expérience sur les accidents exposant au sang ou sur la rage qu'inoculum ne veut pas dire infection, et qu'infection ne veut pas dire maladie, et que des filtres existent entre ces états. Mon activité dans le domaine du diabète, de la prévention des morsures de chiens, des accidents exposant au sang ou des expositions sexuelles aux urgences m'a appris qu'on ne peut pas compter sur les seuls changements de comportement pour réduire un risque et que des méthodes complémentaires sont le plus souvent nécessaires. Enfin, que ce risque est extrêmement variable au niveau individuel. Comme vous le savez, plusieurs facteurs contribuent en effet à la survenue des maladies ou de leurs formes graves. Au classique triangle d'interaction entre pathogènes, hôtes et environnement schématisé pour les maladies infectieuses par Stevens dans les années 60, la recherche et la pratique quotidienne ont ajouté des couches de complexité. Ainsi, les comorbidités, la réponse immunitaire, la génétique de l'hôte et le microbiote sont désormais clairement identifiés comme des facteurs déterminant le fardeau des maladies. Ils viennent se surajouter à des déterminants sociaux ou culturels qui peuvent faire obstacle à l'accès aux soins. Ces nouveaux éléments doivent être pris en compte dans la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, en particulier dans la région Pacifique. Je vais maintenant vous présenter quelques travaux choisis. Il ne s'agissait pas du tout pour moi d'être exhaustif, mais de démontrer, si possible, que ces travaux ont fait l'objet d'une démarche scientifique, d'un programme cohérent de recherche permettant d'apporter un éclairage sur des questions successives, abordées par des méthodes épidémiologiques variées, le plus souvent en formant de jeunes collègues. L'étude LeptoAir est la première étude clinique mise en place avec les collègues du centre hospitalier territorial au cours des 10 dernières années. Il s'agit d'une étude prospective avec un suivi clinique à 2 ans de patients recrutés et documentés au cours d'une leptospirose aiguë. L'objectif est de déterminer la prévalence et les facteurs de risque en phase aiguë de leptospirose confirmée qui sont associés à une insuffisance rénale à 2 ans. Cette étude menée avec le docteur Élise Clément-Frutos, ici présente, a permis de recruter plus de 70 patients. L'étude est en cours jusqu'en 2021. Ce programme conjoint CHT-IPNC de recherche sur la leptospirose a également permis de mener 2 autres études dans le cadre de thèses d'exercice en médecine. La première porte sur la performance d'un outil d'évaluation clinique prédictif de la leptospirose. La deuxième sur la fréquence des formes sévères et leurs caractéristiques en Nouvelle-Calédonie. Je prendrai ensuite comme exemple les travaux menés sur l'épidémiologie du virus chikungunya. Cet arbovirus, transmis par les moustiques, avait disparu du Cambodge suite à la période des Khmers rouges et a réémergé en 2011. Ayant mené l'investigation de terrain dans un premier village touché, nous avons pu modéliser le nombre de reproductions de base pour la première fois en Asie. Nous avons pu aussi documenter le fait que, contrairement au territoire de l'océan Indien, les personnes les plus âgées étaient moins atteintes que les autres. Ceci a été confirmé par les investigations de terrain. Ceci a posé les bases d'un minutieux travail en virologie et immunologie qui a confirmé la persistance d'anticorps protecteurs sur plusieurs décennies et l'existence d'une protection croisée entre les différentes souches de virus. Ce travail a des conséquences en termes de développement d'un vaccin.
La dengue a également été pour moi un sujet de recherche et l'occasion de développer quelques compétences. J'ai pu contribuer à l'INVS, à l'Institut de veille sanitaire, lorsque j'y travaillais, à une évaluation de risque d'importation en France et en Europe. La grande étude prospective d'ENFRI sur les infections confirmées mais strictement asymptomatiques au Cambodge a permis de faire le point sur les limites de la surveillance et a fourni des données de terrain pour plusieurs études fondamentales dont certaines sont encore en cours. Le projet ECOMOR a permis de développer un outil logiciel d'alerte précoce pour les épidémies sévères de dengue au Cambodge. Enfin, la contribution à des études cliniques au Cambodge m'a permis d'acquérir les connaissances qui ont ensuite été mises au service de la Nouvelle-Calédonie, par exemple dans le cadre d'une étude hospitalière sur les facteurs de sévérité, d'une évaluation des performances de l'arbre décisionnel de triage au CHT, ou de contribuer à un bilan de l'existant et de paramètres qui sous-tendent l'épidémiologie de ce virus en Nouvelle-Calédonie. Une autre séquence de recherche faisant appel à des méthodes épidémiologiques variées a porté sur la grippe aviaire AH5N1. Ma participation active au système de veille international mené à l'époque à l'INVS m'a apporté une bonne connaissance de la grippe tant saisonnière qu'endémique qu'aviaire. L'investigation de terrain dans un cluster familial survenu au Cambodge en 2011, puis l'identification d'infections infracliniques sur des marchés de volailles à Phnom Penh, a permis la collection précise d'informations cliniques et de prélèvements. J'ai contribué à une étude cas témoin sur les facteurs de risque d'infection et les facteurs cliniques et biologiques prédictifs d'une infection confirmée à H5N1. Enfin, une étude collaborative menée avec l'Université d'Oxford a identifié des gènes candidats pour une vulnérabilité accrue à la grippe aviaire chez l'humain. De telles vulnérabilités pourraient expliquer pourquoi les populations océaniennes d'origine non européenne, non asiatique, ONENA, ont payé et continuent de payer un tribut disproportionné aux pandémies grippales. C'est le constat fait avec d'autres lorsque je participais à la veille internationale à l'INVS. Des facteurs augmentant le risque de grippe sévère durant la pandémie de 2009 ont ainsi pu être identifiés. Cette démarche se poursuivra par une étude transversale sur les susceptibilités génétiques à la grippe sévère dans le Pacifique, menée en coopération étroite avec l'UNC, Pasteur Paris, et avec l'indispensable concours du corps étudiant. J'ai travaillé dans un autre domaine, celui des accidents exposant au sang et aux liquides biologiques en milieu de soins. Cette longue expérience m'a permis de me familiariser avec la surveillance, exercice souvent beaucoup plus complexe et difficile qu'on ne le croit, et à l'épidémiologie hospitalière. Outre le travail sur les pathogènes, ces années m'ont formé à la réflexion sur les facteurs de risque d'infection, la réponse au vaccin et sur la prophylaxie post-exposition contre le VIH en l'occurrence. Ces compétences en matière de maladies infectieuses, de vaccinologie et de PPE ont trouvé une application évidente pour qui travaille à Pasteur dans la lutte contre la rage. Responsable de l'unité d'épidémiologie de l'Institut Pasteur du Cambodge, j'ai été en charge du centre antirabique qui prodiguait une PPE à plus de 20 000 personnes par an. La survenue d'un décès par la rage malgré une PPE en 2011 nous a amené à vérifier la qualité du vaccin. Mais surtout, elle nous a amené à rappeler les patients exposés à des chiens confirmés enragés. Les premières impressions ont été que les patients n'ayant pas complété leur PPE ne semblaient pas être à risque supérieur de décès que ceux qui avaient complété le protocole. Ceci m'a laissé entrevoir la possibilité de raccourcir le schéma vaccinal post-exposition dans le cadre d'une expérience naturelle. Après un rapide bilan de l'offre de PPE antirabique au Cambodge, le rappel des patients a permis de confirmer que ceux n'ayant pas mené le protocole à son terme avaient effectivement un pourcentage de survie comparable à ceux qui avaient complété ce protocole. Cette étude rétrospective et prospective clinico-épidémiologique, la plus importante en termes d'effectifs menée à ce jour, a été complétée par une étude prospective sérologique sur la réponse vaccinale. Accompagnée du développement d'une méthode originale pour identifier les zones mal desservies sur le plan PPE, l'ensemble de ces travaux a fait l'objet donc d'une thèse de sciences soutenue à Paris en septembre 2018. Ces travaux ont également été partagés dans le cadre d'un groupe de travail international d'experts de l'OMS en 2017-2018, qui a amené cette organisation à changer les recommandations vaccinales. Le protocole IPC, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, est désormais le premier recommandé par l'Organisation mondiale de la santé au niveau international, avec 3 sessions vaccinales intradermales sur une semaine, au lieu de 4 sur un mois.
C'est fort de ce parcours et surtout de cette expérience de diverses approches épidémiologiques qui se renforcent mutuellement que j'ai pu développer à l'IPNC une démarche de recherche sur les vulnérabilités des populations dans le Pacifique face au diabète. Posons tout d'abord un cadre théorique à ces travaux. L'image d'Épinal de l'évolution ayant abouti à l'espèce humaine se veut linéaire, mais ce n'est pas du tout ainsi que ça s'est passé. En réalité, il y a eu, comme vous le savez certainement, plusieurs tentatives, parfois simultanées, à partir d'ancêtres communs, dont la plupart ont abouti à des impasses. On continue d'identifier des espèces archaïques ayant précédé Homo sapiens. La dernière en date est Homo luzonensis, qui a été communiquée dans une publication d'avril de cette année dans Nature. D'autres espèces restent certainement encore à découvrir. Mais ces espèces ont-elles évolué séparément ou y a-t-il eu croisement ? On sait désormais que ses prédécesseurs hominines puis Homo sapiens lui-même ont effectué non pas un, mais plusieurs grands voyages pour sortir d'Afrique, mais également pour habiter la planète jusqu'aux confins du Pacifique. Certains de ces humains archaïques sont désignés sous le terme de Denisoviens, après qu'ils aient pu être identifiés d'après des restes retrouvés dans la grotte de Denisova, en Sibérie. Ces Denisoviens de Sibérie étaient voisins dans le temps et dans l'espace de groupes d'hommes de Néandertal. Ils ont eu des croisements pendant cette période et en ce lieu. D'autres groupes dénisoviens ont récemment été identifiés qui vivaient au Tibet. Grâce à des participants en Papouasie et en Australie, la recherche génétique a permis de montrer que des croisements génétiques avaient bien eu lieu entre ces humains archaïques. En effet, cet ADN dénisovien, présent parmi les populations à l'est de la ligne Wallace qui sépare les écotopes de l'Asie et celui de Sahul et des autres terres émergées du Pacifique. En Asie, cet ADN a progressivement été remplacé par celui de populations issues de migrations ultérieures et successives. En termes de pourcentage, l'ADN dénisovien est présent en plus forte proportion parmi les populations aborigènes d'Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vanuatu. Bien sûr, les gènes archaïques d'origine dénisovienne ou néandertalienne constituent une faible minorité des génomes humains modernes. Mais certains de ces gènes archaïques se trouvent dans la région des gènes codants pour HLA ou sont des loci de caractère quantitatif EQTL et affectent la fonction immunitaire ou inflammatoire, ainsi que l'ont démontré des collègues de Pasteur, dont Maxime Rotival, actuellement en Nouvelle-Calédonie pour préparer l'étude avec l'UNC. Par ailleurs, un des certes nombreux polymorphismes associés au diabète au Mexique se trouve pile poil dans une séquence néandertalienne. Une petite différence au niveau génétique, notamment au niveau de gènes archaïques, pourrait-elle avoir des effets disproportionnés en termes de santé, voire de santé internationale ? Je voudrais prendre un instant pour souligner ici qu'il ne s'agit en aucun cas pour nous de nous intéresser à la génétique des populations. Il ne s'agit que de recherches menées d'une manière qui tient compte des croyances et des traditions sur d'éventuels facteurs prédisposant à des problèmes de santé hautement prévalentes dans le Pacifique. Les interactions entre les gènes, l'épigénétique et le microbiote ont été sélectionnées par l'environnement parfois hostile, les longs voyages transocéaniques et les goulets d'étranglement de populations qui en ont résulté. Ces populations sont restées à l'écart de l'admixture pendant quelques millénaires. Elles pourraient renseigner sur la pathogénicité et les vulnérabilités actuelles face à des maladies notamment métaboliques qui affectent si durement les populations dans le Pacifique. Ce sont ces vulnérabilités qui sont notre seul propos. Le diabète de type 2 est la première de ces maladies métaboliques dans le Pacifique qui figure dans le peloton de tête de la pandémie mondiale actuelle. On connaît encore mal la physiopathologie du diabète de type 2. On sait qu'il s'agit d'une augmentation de la résistance à l'insuline, suivie d'une augmentation initiale, puis d'une baisse de sécrétion de l'insuline, associée à la néoglucogénèse hépatique. Le stockage de graisse dans les adipocytes provoquerait une inflammation qui aggraverait le processus et entraînerait d'autres conséquences, notamment métaboliques. Ce schéma est valable pour la plupart des types de diabète sans destruction auto-immune inaugurale des îlots de Langerhans. Mais il apparaît de plus en plus clairement que plusieurs types distincts existent de diabète de type 2, comme on le dit, tels que maudit en Europe,
notamment, ou des formes chez les Indiens Pima en Arizona et au Nouveau-Mexique. Ces types de diabète sont, eux, associés à des polymorphismes génétiques distincts, même si ces polymorphismes sont associés à un effet faible. On ignore si des types de diabète distincts existent dans le Pacifique. Or, ces recherches revêtent une importance toute particulière dans notre région. En effet, les habitants du Pacifique sont les plus exposés, après les populations d'Afrique subsaharienne, aux conséquences des maladies métaboliques, comme l'illustrent les colonnes rouges et violettes dans ce graphique, issu d'une récente revue du fardeau des maladies au niveau mondial en 2015, publiée dans le Lancet. Ce constat, comme vous le savez, n'est pas nouveau. Non seulement ce fardeau épidémiologique plaçait déjà la zone océanienne en tête de peloton au niveau mondial en 1975, mais le bilan fait 40 ans plus tard montre que notre région a progressé pour rester en tête de peloton malgré la poussée de la pandémie de diabète dans le monde. Le poids de cette épidémie est inégalement réparti dans le Pacifique. En Nouvelle-Zélande et en Australie, la prévalence du diabète de type 2 était 2 à 5 fois plus importante parmi les populations ONENA par rapport aux populations d'ascendance européenne sur les mêmes territoires. L'obésité n'explique pas tout. Certains marqueurs génétiques pourraient être liés de manière indépendante à la survenue de formes de diabète particulièrement agressives sur le plan cardiovasculaire et rénal. Les indices de masse corporelle les plus élevés sont observés en Amérique du Nord. Mais les habitants de l'Océanie, tous sexes et toutes populations confondues, ont présenté la plus forte augmentation d'IMC dans le monde entre 1980 et 2008. En 2008, l'IMC moyen à Nauru était le plus élevé du monde. En 2015, 68% des adultes en Nouvelle-Calédonie étaient en surpoids ou obèses, l'obésité étant retrouvée dans 38% des cas. Ceci se traduit bien sûr par une forte incidence du diabète du type 2, mais le lien entre obésité et surmortalité passe également par d'autres pathologies comme les autres syndromes métaboliques, les maladies cardiovasculaires, voire les cancers. Après ajustement pour l'âge, la prévalence du diabète du type 2 dans le Pacifique Sud était estimée à 15 à 16%, c'est-à-dire la plus élevée au monde. C'est dans ce contexte qu'évolue l'épidémie de diabète en Nouvelle-Calédonie. Les dernières données épidémiologiques résultant d'études en population ont été menées par l'INSERM il y a 25 ans. Elles montraient à l'époque une prévalence du diabète élevée et à 15%, presque le double chez les habitants de Nouvelle-Calédonie d'origine polynésienne par rapport à ceux d'ascendance mélanésienne ou européenne. Je n'ai pas connaissance de données réactualisées sur le diabète stratifié par ethnicité depuis cette étude menée par l'INSERM il y a 25 ans. En 2008, 18% des bénéficiaires d'une prise en charge pour maladie chronique en Nouvelle-Calédonie l'étaient pour un diabète. L'évaluation de cette épidémie doit également prendre en compte l'expérience des cliniciens, qui parlent ici de diabètes agressifs, aux complications graves et précoces, notamment chez des patients d'origine mélanésienne. Il reste à déterminer si ces formes particulièrement agressives de diabète de type 2, malgré un indice de masse corporelle reflétant un simple surpoids, seraient liées à des déterminants sociaux de la maladie et de l'accès aux soins, à des habitudes nutritionnelles spécifiques, à une susceptibilité génétique et ou à des compositions particulières de leur microbiote. En effet, le microbiote pourrait être le chaînon manquant faisant le lien entre gènes, épigénétique et maladies diabétiques dans le Pacifique. Fait beaucoup de hic. Comme vous le savez, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes vivant à la surface et à l'intérieur de notre corps. Dans le tube digestif, le microbiote bactérien intestinal dépasse 1000 entérotypes, totalisant 100 000 milliards de bactéries, avec un poids et une activité métabolique comparables à ceux du foie. Les bactéries composant le microbiote digestif possèdent leur propre ensemble de gènes, c'est ce qu'on appelle le microbiome. On connaît mal le rôle joué par le microbiote en termes de pathogénicité. Les données expérimentales disponibles indiquent que celui-ci pourrait jouer un rôle déterminant dans la réponse immunitaire et post-vaccinale, la survenue d'allergies, l'obésité, de maladies métaboliques et notamment de diabète de type 2. Il jouerait également un rôle important dans la survenue et le maintien d'un état d'inflammation lié à la production de certains métabolites, probablement déterminants dans la survenue de lésions précancéreuses digestives par exemple.
Pour illustrer le rôle du microbiote, nous pouvons citer cette étude publiée dans Science en 2013 qui montrait que la transplantation à des souris aseptiques de microbiote fécal recueillis chez des paires de femmes jumelles mais discordantes pour l'obésité entraînait une obésité chez la souris associée à un syndrome métabolique pour celle qui recevait du microbiote de la jumelle obèse. Cette prise de poids était contrée par des entérotypes spécifiques du genre Bacteroides, issus de jumelles ou de souris minces, et modulés par le régime alimentaire. Dans une étude auprès de femmes en Suède et en Chine, les caractéristiques du microbiote avaient une meilleure valeur prédictive d'un diabète de type 2 comparée à celle de l'indice de masse corporelle. Cependant, ces résultats n'ont pas pu être répliqués. Deux phyla bactériens prédominent à 90% dans le côlon distal humain, Firmicutes et Bacteroides. Le phylum Firmicutes produit du butyrate, un acide gras à chaîne courte aux effets bénéfiques en termes de réponse à l'insuline et à l'inflammation. La proportion de Firmicutes est plus basse chez les patients diabétiques, mais ne serait pas corrélée à l'indice de masse corporelle. C'est-à-dire ça, une disconnexion entre indice de masse corporelle et la présence ou non d'un diabète de type 2, mais qui serait beaucoup plus liée à la proportion de Firmicutes dans le côlon distal. On sait par ailleurs que la metformine agit en partie par une baisse de Bacteroides fragilis pour améliorer la glycémie. Le fardeau du diabète de type 2 et d'autres maladies est connu pour être plus lourd parmi les populations zonéna, on l'a vu. Une publication acceptée hier tente d'établir un bilan quantitatif et qualitatif précis de ces populations dans le Pacifique Sud. Vu de manière globale, ces populations onéna, océaniennes d'origine non européenne, non asiatique, totalisent plus de 11,5 millions d'habitants répartis dans 27 pays ou territoires, soit une population comparable au Rwanda, à Cuba ou à la Belgique. Avec 50% d'adultes et d'adolescents onéna en surpoids, l'obésité et le diabète constituent des défis de santé publique majeurs au niveau mondial et particulièrement parmi les populations océaniennes, non européennes, non asiatiques dans le Pacifique Sud. Ceci se traduit par un fardeau de morbidité, de mortalité et de surcoûts financiers majeurs pour cette région, aux ressources financières déjà très contraintes. Notre objectif est donc de pouvoir mener des études portant sur le microbiote, la génétique et diverses pathologies non transmissibles et infectieuses dans les différents groupes de population dans le Pacifique Sud et notamment en Nouvelle-Calédonie. Dans le meilleur des cas, ceci aboutirait à des tests de dépistage, voire des traitements pour une médecine ajustée, tant dans le sens d'une plus grande précision, d'une plus grande justesse, que dans le sens d'une plus grande justice. Les populations onéna sont très sous-représentées dans les études cliniques menées en Asie, en Amérique du Nord ou en Europe, compte tenu de leur faible nombre dans ces régions notamment. Or, elles sont parmi les plus à risque au niveau mondial pour les pathologies comme le diabète de type 2 par exemple. Comment dès lors leur faire bénéficier des avancées de la science ? Cette démarche, cette recherche est compliquée par le fait que les génogroupes ou entérotypes identifiés par les méthodes de séquençage ne sont pas forcément corrélés à des espèces bactériennes identifiées dans le passé. On est sur des pathogènes anaérobies qu'on ne peut pas cultiver et qu'on identifie uniquement par le séquençage. Par ailleurs, comme dans la classique question aristotelienne d'Aristote de la poule ou de l'œuf, il est difficile de savoir si les états pathologiques sont la cause ou la conséquence des changements de profil de microbiote. Est-ce qu'on a ce profil bactérien parce qu'on va être diabétique ou est-ce parce qu'on l'est déjà? Est-ce que c'est le diabète qui cause cette différence au niveau du microbiote ou est-ce que c'est le microbiote qui cause des différences au niveau du diabète, de la tolérance glycémique? Les études épidémiologiques seront aussi compliquées par la nature probablement multifactorielle de cette relation. Mais il existe un autre problème, peut-être plus important. La plupart des travaux publiés à ce jour ont été menés chez la souris. Les souris peuvent donc se sentir tout à fait rassurées par le fait que l'on connaît bien les processus pathologiques chez elles et parfois les manières de les bloquer. Mais on sait qu'historiquement, de nombreux travaux validés chez la souris n'ont pas pu être répliqués chez l'humain, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, ces travaux sont souvent menés chez des souris génétiquement homogènes et aseptiques. Deuxièmement, les souris non aseptiques possèdent, un microbiote spécifique et différent de celui des humains. Ces travaux constituent donc
une bonne étape préliminaire, mais qui ne peut pas faire l'économie de solides études d'épidémiologie clinique. Ces études d'épidémiologie doivent être transversales et prospectives, multicentriques, hospitalières mais aussi communautaires, avec des effectifs suffisants bien sûr, provenant de diverses communautés, en documentant aussi bien la maladie que l'habitus. Le programme de recherche pressenti sur les vulnérabilités spécifiques des zones ENA a été baptisé EVEN-NC pour Ethnicité, Vulnérabilité et Santé en Nouvelle-Calédonie. Il a débuté par une revue la plus complète possible des connaissances concernant les vulnérabilités spécifiques dont souffrent les zones ENA, des aspects génétiques et du microbiome et leur rôle dans les maladies infectieuses et non transmissibles. Cette démarche de recherche a été avalisée, entérinée par l'Institut Pasteur, ainsi que le Comité consultatif d'éthique de Nouvelle-Calédonie et le Sénat coutumier. Des projets sont en cours d'écriture afin de trouver des financements. C'est ainsi que pourront être acquises des connaissances spécifiques aux populations dans le Pacifique, applicables à la physiopathologie des maladies inf, à l'obésité et au diabète, ainsi que la documentation du coût individuel en termes de morbidité et de mortalité, et bien sûr du coût financier collectif. Ces connaissances produites pour et par la Nouvelle-Calédonie sont essentielles pour des territoires souvent paradisiaques, on a vu la route faite ce soir, mais pauvres, et faisant déjà face à de nombreux défis. Ces études pourraient être menées au profit des populations de Nouvelle-Calédonie par une alliance pour la recherche sur le diabète. L'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie pourrait contribuer en mettant en œuvre ses compétences, mais aussi celles du réseau des Instituts Pasteur de renommée mondiale, dont il fait partie. Impliquant bien évidemment les acteurs institutionnels et historiques de Nouvelle-Calédonie, ASS, CAFAT, CHT, UNC, ces travaux de recherche pourraient également être menés hors des murs de ces institutions, en communauté ou auprès de cohortes de salariés. Ces études contribueraient toutes à répondre à la question suivante. Les populations ONENA présentent-elles une vulnérabilité génétique, épigénétique ou microbiotique spécifique susceptible d'expliquer le surrisque de diabète de type 2 ? Le suivi, par exemple, de 500 patients adultes sur une période de 2 ans permettrait la documentation de la génétique et de leur microbiote avant et après intervention alimentaire ou chirurgicale. L'analyse de données en coopération avec la CAFAT ou le suivi de cohortes de salariés pourrait apporter des données réactualisées sur l'incidence et la prévalence du diabète en Nouvelle-Calédonie. Ces recherches ne sont en aucun cas contemplatives. Il s'agirait au contraire de bien documenter l'histoire naturelle du diabète, du poids et du microbiote afin d'identifier les leviers d'action possibles. Si cet effort était couronné de succès, le dépistage des sujets véritablement à risque de diabète pourrait être effectué de manière plus efficace pour leur faire bénéficier de moyens plus ciblés. Ces moyens pourraient, par exemple, être un régime alimentaire spécifique, mais complémenté par l'administration de probiotiques, voire de transplantation de bactéries digestives, si l'efficacité de ces protocoles venait à être démontrée. Dès lors, on pourrait, par exemple, parler de prophylaxie post-exposition du diabète de type 2 chez les personnes obèses dans le Pacifique. C'est donc avec cette notion de prophylaxie post-exposition chez le sujet obèse que j'arrive au terme de cette phase de la présentation, de mon parcours, de ce qui lui tient lieu de cohérence et de mon expérience des outils de l'épidémiologiste qu'il serait possible de mettre en œuvre. Mais l'habilitation à diriger les recherches ne se limite pas à la validation de l'expérience et constitue un permis d'enseigner. Dans les quelques minutes qui me restent, je vais m'astreindre à faire le bilan de mes activités d'enseignement et d'encadrement. Au cours de ces 20 dernières années, j'ai pu participer à ou organiser plus de 130 cours. J'ai formé ou participé de très près à la formation de 16 étudiants en master, 4 étudiants en thèse d'exercice et contribué fortement à 2 thèses de sciences. Dans tous les cas, ces formations ont été l'occasion de travaux et de publications. Je participe par ailleurs à 2 comités de thèse de sciences. J'ai pu m'exercer dans des conditions difficiles à l'enseignement de biostatistique à l'UNC récemment. J'ai également tenté de faire bénéficier mes collègues à l'IPNC dans la rédaction d'articles et l'amour des tableaux pour présenter les données. En effet,
la communication scientifique a toujours été pour moi une priorité. Au 31 juillet 2019, j'ai été impliqué dans la publication de 144 articles, dont 113 dans la littérature internationale référencée sur Medline, parmi lesquels 29 en premier auteur et 23 en dernier auteur. Plusieurs articles sont en cours de révision ou seront prochainement soumis. J'ai été impliqué dans 166 communications lors de symposiums internationaux, là encore, en premier ou en dernier auteur dans environ 50% des cas. L'impact de cette production scientifique est difficile à documenter, avec des données variables selon les sources, mais à H-index à environ 24 et plus de 2700 citations. Ces citations émanent d'auteurs sur tous les continents et de nombreux pays, notamment des pays en développement. J'en arrive donc à la conclusion de cette présentation. Au total, il reste de nombreuses zones d'ombre et de nombreuses questions encore à élucider en termes de vulnérabilité de santé dans le Pacifique, notamment pour ce qui concerne, bien sûr, le diabète de type 2, qui est le premier sujet en termes de fardeau, mais il y en a d'autres, comme la grippe sévère. La Nouvelle-Calédonie dispose de solides atouts pour mener ses recherches avec succès. Une population caractérisée par une diversité ethnique documentée de manière assumée, une population de taille limitée mais néanmoins confrontée à un fardeau important de la maladie, notamment du diabète, des autorités répercutant le souhait des populations que leur vulnérabilité particulière fasse l'objet d'études et de mesures de contrôle. Sur le plan opérationnel, les liens avec l'hôpital de référence du territoire sont excellents. Une expertise dans l'évaluation nutritionnelle est disponible à l'UNC. Et l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie est le seul institut de recherche consacré à la santé humaine sur l'île. Enfin, notre institut est adossé à une expertise de niveau mondial grâce à ses liens structurels avec l'Institut Pasteur de Paris et le réseau international. L'IPNC peut donc contribuer tout cela au sein d'une alliance pour la recherche contre le diabète en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique. J'arrive donc au terme de cette très longue présentation pour étayer ma demande d'habilitation à diriger les recherches. Elle a visé à vous éclairer sur mon long parcours et sur la manière dont ce parcours, je crois, a du sens. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre lecture attentive du manuscrit, pour les membres du jury, et je suis à présent à votre disposition pour toute question. Merci. Excellent exposé. Je vais donner la parole donc au docteur Olivier Axler, qui est un des 3 rapporteurs de ce mémoire. Oui, donc Arnaud, félicitations pour ce bel exposé qui montre effectivement qu'il y a, c'est intéressant pour moi, une formation de médecin. Donc tu as des bases très, très solides cliniques. Très vite, tu t'es intéressé à la recherche. On a vu ça en épidémiologie. Et effectivement, l'Institut Pasteur t'a conduit vers des maladies infectieuses, mais aussi, je vois, des maladies non transmissibles, comme le diabète. Et effectivement, moi, j'ai été particulièrement intéressé par cette interaction avec la génétique des populations humaines, qui fait que en Nouvelle-Calédonie, enfin en Océanie en général, je constate que ces populations ont été isolées pendant de très nombreuses années avant que d'autres populations arrivent. Et donc, je comprends qu'il puisse y avoir une interaction particulière lorsque, disons, les Européens sont arrivés et ont apporté des alimentations qui peut-être ont beaucoup modifié les habitudes et peut-être expliqué l'obésité. J'avais justement une petite question à ce niveau. On n'avait pas mis en évidence une molécule chez les obèses dans cette région qui permettait de comprendre pourquoi l'obésité était particulièrement marquée. Ça, c'était déjà une première question. Je n'ai pas cette notion. D'accord. Il y a une théorie qui est bien sûr la théorie du harvest, enfin de la récolte énergétique majorée, avec par exemple, Polynésiens qui seraient allés au bout de l'océan, et ceux qui ont survécu à ces longs voyages parce qu'il devait y avoir de la perte en ligne, étaient ceux qui étaient plus à même peut-être plus costauds, plus grands, plus musclés, peut-être plus à même de récolter l'énergie du peu qu'il y avait à manger à bord.
Et comme nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu, par définition, eh bien peut-être que ce polymorphisme-là, cette caractéristique-là, a été transmise à ceux qui restent. Et dès lors qu'on arrive dans un surplus calorique, on est probablement en mesure de développer plus vite une obésité. Je crois qu'il y a, ça c'est du quantitatif, ça c'est la calorie, c'est le côté quantitatif, et on n'a pas énormément de... C'est plutôt un constat, disons, ethnographique et épidémiologique. On n'en a pas du tout le mécanisme pour l'instant. Il y a des molécules qui ont été identifiées comme étant des stimulants de l'appétence, qui stimulent les voies sérotoninergiques et qui apportent du plaisir quand on mange, j'en sais quelque chose. Mais sur le plan qualitatif aussi, on commence à se dire que le fait de manger à quantité de calories égales, le fait de manger plus gras par exemple, va probablement aider à développer certains phyla dans le tube digestif aux dépens d'autres. Le fait de manger plus de fibres à calories égales va probablement en développer d'autres. Et enfin, les médecins savent ça depuis longtemps. Enfin, depuis les années 60, on dit aux gens de manger des fibres pour prévenir le cancer parce qu'on a vu des populations venant par exemple d'Afrique subsaharienne qui avaient un régime très riche en fibres, qui arrivant en Europe, en mangeant moins riche en fibres, avaient des incidences notamment de cancer du côlon qui explosaient pour rejoindre celles des populations d'Europe du Nord. Donc pour une réponse longue à une question courte, quantitativement il y a certainement un rôle, qualitativement il y a probablement également un rôle. Je n'ai pas la notion d'une molécule particulière, je pense que c'est un ensemble de molécules. Il faut juste voir les schémas qui sortent dans les articles, c'est des plats de spaghettis pour montrer les interactions entre les différentes voies et les différents métabolites. Je crois que personne n'y connaît rien, ce d'autant que ce qui a été identifié, elle a été chez la souris, et pour moi n'est pas applicable comme ça à l'homme. Tout à fait. Donc, pour prendre un autre exemple du rôle de la génétique dans l'incidence des maladies selon les populations, on a le rhumatisme articulaire aigu qui, dans cette région aussi, est très, très important et dont on montre que la génétique est importante en ce qui concerne les populations mélanésiennes et océaniennes qui sont beaucoup plus exposées que des populations d'origine européenne, même qui sont là depuis longtemps. Donc, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, ce modèle de diabète. Bon, donc voilà ce qui m'a intéressé. Sinon, je vois que tu as encadré beaucoup de jeunes chercheurs. Donc déjà, je trouve que tu as déjà dirigé beaucoup de chercheurs. Donc voilà, la méditation, on va en parler, mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pas d'autres questions. Merci. Je propose maintenant de lire les rapports des deux autres rapporteurs qui sont absents. Et donc, d'abord, le rapport du professeur Luis Quintana Murci. Monsieur Arnaud Tarantola, médecin épidémiologiste, a dédié l'essentiel de sa carrière à l'épidémiologie des maladies tropicales. Après une thèse en médecine générale, orientation santé publique, en 1996, il a travaillé sur divers aspects de l'épidémiologie et la prévention des accidents exposant au sang ou des pathogènes transmissibles par le sang. M. Tarantola a également assuré pendant la période 94-2002 une activité de clinicien, principalement en tant que médecin de garde aux urgences. En 2002-2003, il a suivi un Master of Science à la prestigieuse London School of Hygiene and Tropical Medicine, où il a réalisé un mémoire sur l'inoculation du virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo en Iran. De 2003 à 2010, M. Tarantola a rejoint le département international et tropical de l'Institut de veille sanitaire, période pendant laquelle il a réalisé de nombreuses missions de terrain afin d'évaluer les systèmes de surveillance dans un grand nombre de pays. De 2011 à 2016, il a été directeur de l'unité d'épidémiologie et de santé publique de l'Institut Pasteur du Cambodge, où il avait la responsabilité d'une équipe pluridisciplinaire ainsi que de 2 centres de vaccination. Depuis septembre 2016, il est responsable de l'unité d'épidémiologie de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Les recherches de M. Tarantola d'une grande qualité ont une forte composante de terrain qui est essentiellement tournée autour des maladies infectieuses et tropicales, mais pas uniquement. Une des
premières expériences a été l'étude des patients ayant fait l'objet d'un diagnostic d'ischémie myocardique et dépistage de la maladie ischémique silencieuse par une évaluation clinique suivie d'une scintigraphie myocardique et échographie de stress à la dobutamine. Depuis l'implication de M. Tarantola dans la recherche n'a fait que grandir, aussi bien en quantité qu'en qualité, de la surveillance et prévention des accidents exposant au sang à la fréquence du choléra d'importation et paramètres du risque de transmission de personne à personne, à la surveillance des données au niveau mondial par la veille internationale de la grippe pandémique 2009, notamment dans le Pacifique, en passant par des études sur la rage, la dengue, le chikungunya ou la grippe aviaire au Cambodge. Depuis son arrivée à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, ses fonctions principales ont été la recherche ciblant les maladies arbovirales qui affectent les populations calédoniennes. Tout en particulier, il s'est centré sur un projet cherchant à déterminer la prévalence, la typologie des séquelles rénales à long terme après un diagnostic de leptospirose aiguë et les éventuels facteurs de risque ou biomarqueurs associés. Pendant cette période, M. Tarantola a été également impliqué sur l'étude de l'épidémiologie des infections sexuellement transmissibles, syphilis, chlamydia et gonocoque, qui circulent de manière extrêmement intense sur le territoire calédonien. Le programme de recherche proposé par M. Tarantola, de grande qualité et pertinence, est en parfaite continuité avec ses travaux antérieurs, avec une hauteur de vue supplémentaire que je trouve remarquable et je le félicite. Ce programme de recherche extrêmement multidisciplinaire cherche à évaluer les contributions relatives à la génétique, l'épigénétique ou le microbiome au risque de santé de la population en Nouvelle-Calédonie, notamment des Océaniens d'origine non européenne, non asiatique, ou ONENA, avec un focus particulier sur le diabète de type 2 et la grippe. M. Tarantola a publié de nombreuses publications dans des journaux à comité de lecture, dont certaines dans des journaux prestigieux comme Lancet Infectious Disease. Ses activités d'enseignement ont été soutenues et il a encadré de nombreux étudiants en master ou thèse de médecine, pharmacie ou sciences. Au vu des différents projets de M. Tarantola, que M. Tarantola a conçus, aidé à concevoir ou démarrer au cours des 25 dernières années, sa capacité à concevoir, diriger et coordonner des activités de recherche me paraît indiscutable. D'ailleurs, j'ai été surpris de savoir qu'il n'avait pas encore son HDR, qu'il mérite largement. C'est pour toutes ces raisons qu'il m'apparaît comme une évidence que M. Arnaud Tarantola doit obtenir son habilitation à diriger des recherches. Voilà pour ce qui est du rapport du professeur Quintana Murci. Je lis le deuxième rapport, je vais peut-être essayer d'écourter un peu au moins le début sur les généralités. Donc je passe sur la carrière qui a déjà été expliquée par le précédent. Olivier Galli. Donc le troisième rapporteur, c'est M. Olivier Galli de l'UNC. Alors, je passe sur tout ça, c'est la même chose que ce que dit le précédent rapport. Alors, M. Tarantola, le projet international d'Infri a permis, à partir de la collecte de données au Cambodge, de mettre en évidence la proportion de cas d'infection par le virus de la dengue strictement asymptomatiques, leurs déterminants liés à l'hôte et leur rapport disproportionné dans la transmission. M. Tarantola a pu mettre en évidence un taux d'attaque beaucoup plus faible de chikungunya chez les personnes plus âgées, lié à la persistance des anticorps projecteurs et une immunité croisée entre les souches EXA et les souches asiatiques. Depuis 2016, il travaille à l'IPNC, notamment sur le projet LeptoR, sur le portage asymptomatique des IST. M. Tarantola porte particulièrement un projet d'envergure avec son équipe ayant pour objectif l'identification des vulnérabilités spécifiques des populations ONENA à l'aide de marqueurs génétiques ou issus du microbiome. C'est un vaste programme intitulé « Ethnicité, vulnérabilité et santé en Nouvelle-Calédonie » (EVAN-NC),
qui est sur le point de voir le jour et aura un impact certain pour les populations de Calédonie, mais aussi plus largement du Pacifique. L'impact des travaux de recherche du candidat sur la communauté scientifique dans son domaine est indéniable. Entre 1998 et 2019, il signe 142 publications internationales qui renvoient à un rythme de production extrêmement soutenu d'environ 6 articles par an. Il est d'autant plus important de souligner que M. Tarantola signe en rang utile des articles de très grande qualité dans des journaux comme Lancet Infectious Disease, de Lancet HIV, Emergence Microbiome, etc. Bon, différentes revues. Son expertise est d'ailleurs reconnue par plusieurs éditeurs en chef de différentes revues scientifiques de haut niveau qui ont fait appel à ses services pour expertiser des manuscrits. Il est remarquable que l'intérêt de M. Tarantola pour la recherche ne se soit pas arrêté sur une thématique. C'est avec succès qu'il a su diversifier ses travaux de recherche en fonction de l'évolution normale de ses intérêts et en fonction de son milieu de travail. Ceci dénote un souci d'intégration des activités de recherche qui mérite d'être souligné. En me basant sur la constance et la qualité de la production scientifique de M. Tarantola, il m'apparaît évident que M. Tarantola possède l'expertise nécessaire pour bien encadrer et diriger des recherches d'étudiants postulant pour des diplômes universitaires. M. Tarantola a d'ailleurs contribué à l'encadrement de plusieurs étudiants dont la prochaine étape sera très certainement une première direction de thèse de 3e cycle en pleine responsabilité. Dans l'ensemble, M. Tarantola a généré une production scientifique importante depuis le début de sa carrière scientifique, et ce, autant en qualité qu'en quantité. La diversification de ses intérêts de recherche en fonction de son milieu de travail dénote une belle capacité d'adaptation. Pour toutes ces raisons, M. Tarantola satisfait pleinement aux exigences dévolues à l'obtention d'une habilitation à diriger des recherches et ceci dans cet esprit que j'en fais la recommandation. Bon, voilà. Je vais passer maintenant la parole au professeur Yves Le Tourneur. Merci Hamid. Merci Arnaud pour ta présentation. J'ai bien aimé. C'était, moi j'ai trouvé assez clair, alors que je suis quand même pas du domaine. Il y avait même j'allais dire, ta présentation était presque mieux, si je puis l'exprimer ainsi, que ton manuscrit, dans le sens où tu avais un certain nombre d'illustrations qui ont permis d'éclairer un certain nombre de choses que j'avais pas forcément bien compris dans le manuscrit, qui est assez peu illustré, on va dire ça comme ça. Donc c'était vraiment bien d'avoir quelques figures. C'est juste dommage qu'elles n'aient pas été dans ton manuscrit, mais enfin bon, c'est pas très très grave. Alors tu disais à un moment que tu avais un parcours qui est pas très linéaire. Franchement, c'est pas gênant, c'est cohérent. Et puis avoir un parcours non linéaire, sans faire le parallèle avec les humains que tu nous as exposés tout à l'heure, c'est finalement une règle, j'en sais rien, mais c'est assez fréquent dans la science actuelle de ne pas avoir de parcours linéaire. Enfin, pas complètement. Et juste pour rebondir sur les dernières remarques des rapporteurs précédents, présenter une HDR avec 140 papiers, enfin 146, 5 ou 6, je sais, voire 7, puisque tu en as un qui a été accepté hier, c'est juste exceptionnel, je crois. On n'a jamais vu ça... Enfin, ici en tout cas, ailleurs, même ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit fréquent à ce point. Alors, lorsque tu m'as sollicité pour faire partie de ce jury, j'ai dit oui un peu rapidement, et puis je me suis dit, est-ce que je vais y comprendre quelque chose? Parce que moi je suis un écologue marin, donc je suis quand même un petit peu éloigné de ton domaine. Et puis finalement, à la lecture de ton manuscrit, alors j'aurais pas la prétention de dire que j'ai compris, en particulier tout ce qui est termes techniques, certains m'ont probablement échappé, mais globalement j'ai compris ton parcours et les questionnements que tu t'es posés, les avancées que tu as apportées, et puis les questions qui se posent évidemment, qui restent en suspens, on va dire. Alors j'ai quand même quelques petites questions qui peuvent paraître un peu anecdotiques au regard de ce que tu nous as apporté précédemment, mais je vais juste t'en poser quelques-unes ici ou là, en particulier avec lorsque tu parles du microbiote. Tu évoques, alors peu importe la page, le fait que l'allaitement maternel contribue à le diversifier et associer un risque moindre d'obésité chez l'enfant, et que inversement l'accouchement par césarienne serait associé à un sur-risque modeste, que tu précises, chez l'enfant. J'aimerais savoir pourquoi, quelles sont les
les causes de ce surrisque potentiel? Parce que les personnes qui ne sont pas obèses et qui ne sont pas diabétiques, par rapport aux obèses et aux diabétiques, ont un microbiote par définition qui est plus diversifié. Or, nous naissons aseptiques ou presque, et la manière pour nous de nous coloniser, c'est de soit passer d'abord par la filière vaginale, pendant l'accouchement, et puis l'allaitement maternel. Et ces deux facteurs-là contribuent certainement à, hormis les autres aspects bénéfiques de l'allaitement maternel qui ont déjà été largement décrits, notamment dans les pays en développement, ça contribue certainement à diversifier le microbiote de la sphère orale d'abord, ensuite de la sphère digestive, avec un microbiote qui se développe progressivement. C'est probablement pour ça que les bébés râlent et ont des ballonnements et nous cassent les pieds au milieu de la nuit jusqu'à ce qu'ils grandissent un petit peu. C'est probablement pour ça que ces enfants ont des troubles digestifs au début par une multiplication et une fermentation du microbiote qui essaie de trouver une phase d'équilibre. Quand on n'a pas ce microbiote acquis, appelons-le de manière naturelle, quand on est soumis à un très jeune âge à des antibiothérapies très intensives et prolongées, à ce moment-là, on perturbe la flore microbienne par rapport aux autres personnes qui n'ont pas eu les mêmes contraintes. On ne sait pas très bien encore comment tout ça se traduit en termes de maladies, en termes de choses comme ça. Les études qui sont faites le sont souvent sur des petits effectifs. Quand on cherche des paires de jumelles en Angleterre dont une est obèse et l'autre ne l'est pas, enfin, faut quand même trouver. Quand on regarde bien les articles dans la littérature, même prestigieuse, on se rend compte que c'est des effectifs à 11 personnes. Enfin, c'est des tout petits effectifs. En plus, les examens derrière d'analyse sont extrêmement coûteux. Donc, en général, ça limite la puissance des études. Donc, je crois qu'on est encore sur un terrain complètement inexploré, où on se dit qu'on comprend plein de trucs parce qu'on l'a vu chez la souris et qu'on se dit ça doit marcher comme ça chez l'homme. Je pense qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe et qu'on n'est pas du tout sûr que ce qui se passerait chez un Chinois du Hunan se passerait également chez un Français de Poitou-Charentes ou un Calédonien qui vit à côté d'ici. Donc, il y a certaines équipes qui essayent, par exemple, en cas de césarienne, qui essayent de badigeonner la bouche de l'enfant, du nouveau-né. Ils mettent un vaginal swab, un tampon de Watt dans la filière vaginale de la mère pour essayer de recréer l'état naturel de la colonisation, de la contamination. On n'a aucune idée de ce que ça donne à long terme. Aucune. On ne sait pas. Encore une fois, est-ce que le microbiote change parce qu'on est obèse ou est-ce qu'on est obèse parce que le microbiote change? Pour l'instant, en l'absence d'études prospectives, on ne sait pas. C'est ça qu'il faut faire. Aristote nous a pas beaucoup aidé alors finalement. Aristote continue à nous taquiner. Oui. Alors, toujours dans la même veine, alors j'imagine que tu vas faire une réponse un peu similaire à la précédente. Dans le même paragraphe, tu évoques le rôle éventuel des électrons sur le produit par le microbiote, sur la pathogénicité. Voilà, merci. Avec c'est en cours d'investigation et tu fais référence à un article. Qu'est-ce que l'on suspecte en particulier vis-à-vis de cette production d'électrons, ou est-ce que c'est une question qui est complètement ouverte? C'est des questions qui sont complètement ouvertes. Encore une fois, on ne sait pas très bien. Il y a des modèles digestifs chez la souris ou des modèles in vitro qui essayent de voir s'il y a des choses qui changent selon la nature du microbiote, selon la nature du métabolome, enfin des métabolites qui sont produits. Bien évidemment, on sait que les métabolites peuvent être plus ou moins chargés en protons, par exemple, enfin, en ion H. On sait que ça influe certainement sur des pompes qui peuvent éventuellement entraîner des transformations au niveau de la paroi digestive, par exemple. Je pense qu'encore une fois, tout ça, c'est de la conjecture, on n'en sait rien. Ça a été montré par une étude, c'est une piste à explorer, mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout.
Ok. Alors une petite question, tu en as parlé dans ton manuscrit bien sûr, et puis tu l'as évoqué rapidement dans ton oral, tu as fait référence aux Indiens Pima d'Arizona et du Mexique. Alors ça m'a sans doute échappé, mais j'ai pas bien compris quelles étaient les caractéristiques de ce peuple-là par rapport, j'allais dire, à la population traditionnellement étudiée. Quels sont leurs... C'est une population dont on s'est rendu compte dans les années 60 qui faisait des diabètes de type 2 extrêmement agressifs, qui apparaissaient non pas... Dans les années 60, on divisait les diabètes en deux classes. Il y avait celui qui avait besoin d'insuline tout de suite, c'était le diabète de type 1. L'auto-immunité détruit les îlots de Langerhans dans le pancréas. On n'a plus d'insuline, on fait un coma acidocétosique et on est obligé de passer à l'insuline. Et c'est comme ça qu'on récupère le patient, en général un gamin. Et puis il y avait les autres diabètes. Et les autres diabètes, c'était des gens gras, qui mangeaient gras, et puis qui à 30 ans faisaient... 40 ans faisaient un diabète et à 60 ans faisaient l'infarctus, en gros, hein, c'était un peu ça. Avec une opposition traditionnelle qui était macro-angiopathie, c'est-à-dire les atteintes des gros troncs vasculaires plutôt dans le diabète de type 2, et une micro-angiopathie, les atteintes des petits vaisseaux de la rétine ou des vaisseaux du rein, etc., qui étaient plus fréquents chez les diabètes de type 1. Et en fait, au fur et à mesure où on a commencé à étudier les choses, cette dichotomie-là, elle a complètement explosé en vol. On s'est rendu compte que le diabète de type 1 pouvait être dû à plusieurs mécanismes immunitaires, c'est toujours l'îlot de Langerhans qui souffre, hein. Mais le diabète de type 2, on se rend compte qu'il y a quand même des formes extrêmement variées. Et une de ces formes, c'est donc dans une population d'Indiens aux États-Unis, au Nouveau-Mexique et en Arizona, qui ont été historiquement des zones de production agricole. Il n'y avait pas beaucoup de populations indiennes qui travaillaient la terre et qui produisaient notamment du maïs, etc. Ça, c'en était une. Et puis, quand les modes d'alimentation modernes, entre guillemets, sont arrivés, enfin actuels sont arrivés, ils ont explosé. Ils ont explosé en termes de poids et surtout, ils ont explosé en termes de diabète. Avec donc ces Indiens Pima qui, vers 20 ans, entrent dans le diabète de manière extrêmement agressive, sont insulino-nécessitants très rapidement et ont des conséquences macro-angiopathiques et micro-angiopathiques avant l'âge de 40 balais. C'est à peu près ça. C'est pas classique. Enfin, les diabètes qu'on voit en France sont encore une fois souvent chez des gens les complications du diabète, c'est chez quelqu'un de 50, je parle sous contrôle de Lia Exler, mais c'est 50 ans l'infarctus, c'est 60 ans l'accident vasculaire cérébral, tout ça couplé avec de l'hypertension artérielle, un rein qui commence à tomber en carafe. On n'est pas du tout sur le même mode. Et ici, les diabétologues à qui j'ai parlé et ceux qui s'occupent du diabète ici me disent la même chose en disant oui, il y a par exemple les Polynésiens qui sont obèses, qui souvent d'ailleurs n'ont pas de diabète. Ils ont des grandes obésités morbides sans diabète. Et on a des jeunes Kanaks, des Mélanésiens ou du Vanuatu, qui sont comme ça, en pleine forme, ils sont magnifiques. À 30 ans, ils commencent à 25-30 ans, ils commencent à prendre du poids. À 35 ans, ils entrent dans leur diabète. Et à 40 ans, ils sont insuffisants rénaux. Et on ne comprend pas pourquoi. Il y a des formes, enfin là encore, hein, je parle sous ton contrôle, il y a des formes qui paraissent, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en Europe, avec des patients d'origine du pourtour méditerranéen ou d'Afrique subsaharienne, qui ne crament pas du tout comme ça, enfin, qui ne se comportent pas du tout comme ça. Il y a peut-être un problème d'accès aux soins, il y a peut-être le fait que les gens ne se soignent pas, il y a peut-être certainement des biais culturels ou des biais de pauvreté qui font qu'on a du mal à s'alimenter de manière à freiner la progression du diabète. Mais il y a aussi peut-être de vrais polymorphismes génétiques qu'il faudrait, à mon sens, identifier. Parce que s'ils sont identifiés chez certains, on peut mettre le paquet chez ceux-là, parce que ça ne sert à rien de surveiller tout le monde si tout le monde n'est pas au même risque de développer un diabète. Voilà, une longue réponse à une courte question, encore une fois. Okay. Mon côté proustien. Ouais, je vais en faire une dernière alors. Dans ton étude Even, là, dans la partie 4, et je crois que tu l'as évoqué rapidement d'ailleurs, tu envisageais un volet qui serait mis en place dans une cohorte de salariés.
j'ai pas compris qu'est-ce que cette cohorte de salariés pourrait apporter au regard des autres patients qui vont être investigués. Je crois qu'il faut, et c'est ce qu'a montré peut-être la présentation, c'est qu'il y a, c'est un peu comme quand on fait un électrocardiogramme. Quand on fait un électrocardiogramme, on met pas juste une poire, on met plusieurs poires sur les bras, les jambes et tout autour du cœur, parce qu'on a besoin d'une vue d'ensemble, de plusieurs points de vue sur la même chose pour avoir une véritable appréhension de la réalité du phénomène. La surveillance, c'est la même chose. Ça, c'est ce que j'ai appris en faisant la surveillance. Quand on surveille la grippe, par exemple, on va la surveiller de diverses manières. Les cas graves, les diagnostics de grippe au laboratoire, l'absentéisme chez les salariés ou chez les enseignants, etc. Enfin bref, on démultiplie les points d'observation pour essayer d'appréhender le système. Pour moi, ces approches ne sont pas exclusives. Il faut, si on veut essayer de comprendre, encore une fois, les dernières données de prévalence valables, valides, correctes en Nouvelle-Calédonie, c'est l'INSERM qui les a fait il y a un quart de siècle. C'est fou, quoi. Il faut absolument qu'on sache, c'est probablement le plus gros contributeur à la mortalité et la morbidité sur l'île. Il faut absolument qu'on puisse regarder les données de CAFAT, qu'on aille voir des cohortes à l'hôpital, enfin les patients qui sont à l'hôpital, mais également ce qui se passe en dehors de l'hôpital, puisque ce qu'on voit à l'hôpital, c'est par définition des gens qui sont déjà malades. En allant voir des cohortes de salariés, par exemple, en étant attentif à ce qu'on appelle le healthy worker effect. En général, on n'est pas travailleur quand on est en mauvaise santé, mais justement, on peut surveiller l'entrée dans la mauvaise santé. Et à ce moment-là, ça nous renseignerait à la fois sur qui demande qui soumet un dossier de longue maladie, enfin une affection de longue durée en France. Ici, je crois que c'est les dossiers longue maladie, pour les diabètes par exemple. Ce qui n'empêche en aucune façon d'aller voir ce qui se passe chez des patients qui vont se faire opérer pour une gastroplastie ou pour une intervention alimentaire seule pour voir s'il y a des différences entre les deux, ou chez les cohortes de salariés, j'espère, ou dans la fonction publique. Enfin bref, il faut multiplier les points de vue pour essayer d'appréhender réellement le phénomène. D'accord. Bah, écoute, je te remercie pour cette réponse. Très bien. Juste une dernière question, mais qui n'est pas de moi, que je vais me permettre de relayer une question du professeur Murcy, qui souhaitait, malgré son absence, contribuer aussi. Alors, il en a suggéré plusieurs. Je vais juste en poser une qui est liée, j'allais dire, à ton actualité immédiate, ou très proche, puisque tu vas quitter la Nouvelle-Calédonie. Et la question qu'il te pose, c'est est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire bouger les choses pour ce projet, donc au sens large, je l'entends, qui est d'un intérêt évidemment majeur d'un point de vue fondamental et de santé publique, du fait même de partir de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu penses que ça va marcher? Comment est-ce qu'il n'y a pas entre guillemets un risque que ça marche pas aussi bien que tu l'espères, tout simplement du fait de ton absence? Comment tu envisages cette approche? La question est chargée parce qu'il est impliqué dans le projet, donc il vient aux nouvelles. Mais en gros, c'est la réalité du réseau. Nous sommes allés au Cambodge pour 10 mois, on est resté 5 ans et demi. Nous sommes venus ici pour au moins 2 ans, on a fini 3 ans, on est obligé de partir un peu plus tôt pour des raisons de santé dans la famille. Je serais bien resté pour continuer cette étude, mais de toute manière, les épidémiologistes ne peuvent travailler qu'en réseau. On ne peut pas travailler seul. Donc ça veut dire que, d'abord, j'aurai une succession avec quelqu'un qui... moi, je viens de l'hôpital à la base, on est responsable de sa garde, et puis ensuite, on fait une transmission, et puis il y a quelqu'un d'autre qui prend la garde derrière et qui poursuit la prise en charge. Ensuite, je garderai un œil tout à fait attentif à ce qui se passera sur ce projet. Et enfin, ça dépendra beaucoup de la volonté, de l'implication de l'UNC, d'abord, des étudiants, ensuite, qu'il va falloir mobiliser. Je sais que ce n'est pas toujours simple. Et je vais vous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. On a donc une notion que le diabète notamment, mais pas seulement, la réaction à la grippe
sévère est due éventuellement à des polymorphismes qui conditionnent l'expression de l'inflammation. On ne meurt pas de son infection par le virus de la grippe, on meurt de sa réaction au virus de la grippe. Hein, un peu comme la dengue. C'est pas le virus qui tue, c'est notre réaction au virus qui nous tue. Donc l'objectif, c'est avec l'équipe de Louise Quintana Murci, qui est maintenant au Collège de France, enfin qui sait assez bien ce qu'il fait, c'est de pouvoir sélectionner 150 participants d'origine mélanésienne, 150 participants d'origine polynésienne, asiatique et européenne, 600 au total, pour pouvoir, avec leur accord bien évidemment et en documentant à la fois l'habitus, enfin à minima, de pouvoir faire des prélèvements génétiques, récupérer du sang et des cellules immunitaires et examiner notamment la réponse de ces cellules immunitaires et la dégranulation et lorsqu'on met ces cellules en présence du virus de la grippe dans un premier temps comme modèle. Ce travail-là, il l'a déjà fait en Belgique avec des Belges d'origine européenne et des Belges d'origine d'Afrique centrale et qui a montré que les Africains réagissaient beaucoup plus fortement que les Européens lorsque leurs cellules étaient exposées au virus de la grippe ou au BK, enfin, au bacille responsable de la tuberculose, et que ce qui conditionnait ça, c'était un polymorphisme présent dans une séquence néandertalienne. En clair, la séquence néandertalienne, chez moi, me protège face au risque de surréagir face à la grippe. Et dans la mesure où on sait que le fardeau de la maladie de grippe sévère est tellement plus élevé parmi les Onena par rapport aux autres océaniens, il est important de pouvoir voir si c'est responsable, si le responsable est une séquence éventuellement dénisovienne, mais en tout cas présente dans leur génome. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, si c'est dû à un facteur génétique, eh ben on peut peut-être, dans 10 ans, on pourra faire un test au bout du doigt pour savoir s'ils ont ce marqueur-là ou pas, et on gardera à l'hôpital ceux qui ont ce marqueur responsable de forme sévère. Peut-être qu'en identifiant le gène, on identifie le récepteur, et en identifiant le récepteur, on peut développer quelque chose pour bloquer ce récepteur, pour éviter de surréagir ou de faire des formes graves. Ça, c'est vrai aussi pour AH5N1 au Cambodge. Enfin, les gens, encore une fois, ne sont pas égaux face à la maladie. Bref, tout ça pour dire que moi, je pars, mais l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie reste, avec des gens de grande qualité, que c'est le destin, entre guillemets, des gens qui travaillent dans le réseau, ils bougent, mais ils sont remplacés. Et quand on est remplacé avec un programme. Et ce programme, j'espère le développer même à distance et surtout qu'il vivra sa belle vie avec l'UNC. Ok, merci Arnaud pour cette réponse, là aussi très complet. Juste avant de laisser la parole à Hamid, à lui rendre le micro, je voudrais quand même souligner la qualité, encore une fois, de ton dossier. Hein, c'est exceptionnel, tout simplement. Et pour moi, c'est une évidence, effectivement, comme le disait l'un des rapporteurs, que tu obtiennes cet HDR, parce que tout simplement, tu as toutes les qualités pour diriger des recherches. Merci Yves. En ce qui me concerne, donc, là aussi, comme Yves, je suis un peu éloigné du sujet, mais en tant que spécialiste d'écologie microbienne, j'ai été particulièrement intéressé par les travaux ou les projets sur le microbiote humain et les relations avec le diabète de type 2. Et du coup, j'ai une question qui, dans ce sens. Est-ce que tu pourrais préciser un peu plus l'approche méthodologique qui va être utilisée pour préciser les liens objectifs au-delà des corrélations entre microbiote et diabète de type 2? Je crois que c'est un système, c'est une mer intérieure, c'est une galaxie intérieure extrêmement complexe à laquelle on ne comprend pas grand-chose. Et en plus, certains de ces bactéries, pas de pathogènes d'ailleurs, ces bactéries,
on ne les connaît pas, puisqu'on ne peut pas les cultiver parce qu'elles sont anaérobes. Donc on avance vraiment dans le noir, sans mauvais jeu de mots, sur la partie basse du tube digestif. Mais on est véritablement dans l'inconnu. Je crois, on a souvent eu cette discussion avec certains collègues à l'Institut Pasteur, ou peut-être tous les uns après les autres. Moi, je ne cherche pas toujours à tout comprendre. Je suis médecin généraliste à la base. Je crois qu'on vient de comprendre le rôle exact, le mécanisme exact d'action de l'aspirine, il y a 2 ou 3 ans, je crois. Ça fait pourtant 40 ans qu'on l'utilise dans la prévention des infarctus. Et ça fait 40 ans qu'on l'utilise dans la prévention des accidents vasculaires ischémiques. Donc, pour moi, en tout cas, je n'ai pas besoin de tout comprendre. En revanche, j'ai besoin d'associations fortes. J'ai besoin, et ça c'est le métier de l'épidémiologiste, plutôt que le métier, en tout cas, du microbiologiste à ce stade. En tout cas, c'est pas mon métier, ça c'est certain. J'ai dû faire 1 gramme dans ma vie, et encore, je crois que je l'ai raté. Et dès lors qu'on arrive à avoir une étude suffisamment puissante en termes d'effectifs, avec suffisamment de suivi, pour être sûr de partir d'un baseline de gens qui sont à peu près en bonne santé, dont certains vont entrer dans le diabète. C'est pas donné partout dans le monde, hein. L'incidence est tellement forte dans cette zone du monde que ce qu'on peut faire ici, on ne peut pas le faire ailleurs. Enfin, faut vraiment réaliser ça. On est dans le réacteur mondial de la genèse du diabète. Et on a tout à comprendre, en plus avec des populations qui ont été à l'écart pendant des millénaires. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais je crois qu'on va surtout s'astreindre effectivement à trouver les associations, ajuster pour d'autres facteurs. Et quand on sera à peu près sûr que ces associations, la présence d'un rapport Firmicutes sur Bacteroides de temps par rapport à la production d'acides gras à chaîne courte, et ben quand on commencera à avoir une espèce de CAC 40 de ce qu'il faut faire, et ben on essaiera de le faire. Et puis je crois que ça passera probablement, comme souvent en médecine, par des expériences naturelles, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est des situations où on tente quelque chose parce qu'on est bien obligé de tenter quelque chose. Quelqu'un qui est en train de perdre ses reins et qui ne veut pas être opéré, etc., ben un jour, il va se retrouver avec une greffe de microbiote, c'est-à-dire en clair, une greffe fécale. Alors, ces greffes fécales, il va falloir y faire un petit peu attention. Il y a quelqu'un qui est mort il y a 2 semaines à peu près. Il était... je crois qu'il avait reçu une greffe d'organes et ils lui ont fait une transplantation fécale, quoi, en clair. Sauf que la personne qui était à l'origine de cette greffe fécale avait des bactéries multirésistantes dans le bide et ça s'est pas bien passé. Donc on est vraiment au stade, c'est le premier mort qu'il y a comme ça, alors que ça fait des années qu'on nous vante la greffe dans le traitement d'Helicobacter pylori, par exemple, ou de Clostridium difficile. Donc, on ne sait pas très bien encore ce qu'on fait, et il faut y aller. Et quand on ira en faisant très attention et en impliquant tout le monde. Et je pense que les épidémiologistes auront vraiment toute leur place là-dedans. Très bien. Eh bien, je vais conclure en soulignant encore une fois l'excellence tout à fait particulière de ton dossier et de la prestation d'ailleurs que tu as réalisée, de l'exposé. Donc, excellence à différents niveaux, la diversité et l'étendue des sujets maîtrisés avec une expertise internationale pour plusieurs d'entre eux, l'intérêt et l'utilité évidente des travaux et des résultats obtenus, la démonstration claire des capacités à diriger des projets et des étudiants de 3e cycle et la longue liste des publications, dont certaines donc dans des revues prestigieuses. Voilà, j'en termine là. Merci. On va peut-être maintenant se retirer. C'est nous qui allons nous retirer pour discuter quelques minutes avant de revenir.